Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être venus aujourd'hui pour participer à cette importante conférence sur l'initiative citoyenne européenne que nous organisons en partenariat avec l'ONG ECAS. Alors, ECAS, c'est une organisation basée à Bruxelles qui travaille depuis de nombreuses années sur les droits et les outils qui sont à disposition des citoyens pour participer au débat démocratique. Et dans le cadre du partenariat que nous avons mené ensemble, toute l'Europe plus particulièrement travaille depuis 2 ans sur l'initiative citoyenne européenne. À cet égard, nous avions organisé l'année dernière, toujours avec ECAS évidemment, une grande consultation rassemblant des citoyens et des organisations de la société civile pour réfléchir ensemble et formuler des recommandations sur la meilleure manière pour les citoyens de s'approprier l'initiative citoyenne européenne afin que cet outil qui a pour vocation de combler un petit peu ce qu'on appelle ce qu'on a coutume d'appeler le déficit démocratique de l'Union européenne, afin que cet outil soit véritablement quelque chose qui fasse progresser le débat démocratique dans l'Union. Et nous avions ainsi formulé des recommandations qui avaient été présentées en septembre dernier à Bruxelles auprès du vice-président de la Commission européenne Maroš Šefčovič et du médiateur européen Nikiforos Diamandouros. Voilà. Cette année, plus particulièrement, on a choisi de se pencher sur la communication qui entoure une initiative citoyenne européenne. Donc, quels outils, pour quelle efficacité, quels acteurs peut-on faire intervenir pour mieux communiquer une initiative citoyenne européenne, comment monter un réseau, comment trouver des fonds. Voilà les questions qui vont nous occuper aujourd'hui. Donc c'est une journée qui se veut assez intense et ambitieuse, d'abord par la qualité des intervenants qui nous ont fait l'honneur d'accepter de venir discuter avec nous aujourd'hui, croiser leurs regards, dialoguer et proposer leur analyse sur ce sujet-là. Donc la journée va s'organiser de la manière suivante. Tout d'abord, sous forme de sessions plénières, nous allons avoir les points de vue de représentants institutionnels, de promoteurs d'initiatives citoyennes européennes, du monde de la recherche, du monde de la société civile, ce qui nous permettra, dans un deuxième temps cet après-midi, de travailler sous forme d'ateliers en 3 groupes thématiques afin de faire avancer la réflexion et pouvoir formuler des recommandations à la fois sur les outils, sur le réseau, sur le monitoring et sur le fundraising qui entourent une initiative citoyenne européenne. Voilà. Ces recommandations qui seront ainsi formulées permettront enfin à des intervenants de haut niveau en plénière de clôture de nous livrer un petit peu leur analyse en matière de perspective pour une communication efficace sur l'initiative citoyenne européenne. Je remercie également enfin Olivier Breton, qui est le directeur de la publication Paris-Berlin, qui nous a fait le plaisir d'accepter d'animer toute la journée la discussion et les échanges, et à qui je laisse sans tarder la parole. Merci. Merci à tous d'être présents ce matin, malgré une actualité européenne assez complexe, dense. Vous avez fait le choix d'être parmi nous. Je pense que Sandrine Bélier, qui ne sera pas là ce matin, est retenue à Bruxelles, et on peut comprendre pourquoi. C'est d'autant plus méritoire à vous d'être avec nous ce matin. Les ICE, comme vous savez, sont toutes nouvelles, et c'est parfait que toute l'Europe et ECAS aient décidé de mettre la question sur la table. Je crois que c'est la toute première réunion qu'il y a d'informations sur les ICE, comment les mener, comment les développer, comment créer des réseaux, etc. Et vous êtes un peu un groupe test de questionnement qui sera extrêmement important, et pour ECAS et pour toute l'Europe, pour remonter demain peut-être des solutions à vos questions, et peut-être pour développer ces réseaux. Alors, les ICE, comme vous savez, sont assez anciennes. C'est un outil de démocratie directe, et il y en a d'autres à l'échelle européenne. D'abord le Parlement, depuis 1979, où les citoyens votent. Mais plus globalement, elles ont été pensées après les années 80 pour réinstaller un peu de démocratie avec les citoyens, pour réconcilier les citoyens avec la notion européenne et pour arriver à faire progresser cette notion de démocratie. Les ICE étaient déjà en germe dans le traité de constitution en 2005. On sait malheureusement ce qui est devenu ce projet. Et elles ont été reprises en 2007. Alors d'abord sous la pression de l'opinion. Il faut savoir que la Commission reçoit environ 2000 pétitions par an de demandes diverses et variées, et qu'il fallait bien répondre à cette demande d'éclaircissement de la Commission. Et puis aussi, il y a eu l'expérience du Forum européen des handicapés, qui a été un grand succès. En 9 mois, ils ont recueilli plus d'1 million de
de pétitionnaires pour faire évoluer la cause des handicapés en Europe. Et d'ailleurs, ça a été suivi des faits, même s'ils ne sont pas complètement satisfaits, des progrès ont été faits dans le domaine. Donc les ICE ont été inscrites au traité de Lisbonne en décembre 2007, mises en application en décembre 2009. Et jusqu'à là, peu de choses se sont passées entre 2009 et 2012. Il a fallu faire beaucoup d'allers-retours pour mettre au point la technicité et les modalités de la remontée d'une ICE. Greenpeace a voulu partir un peu avant, en 2010, a réuni en 7 mois 1,2 million de votants pour un moratoire sur les OGM, mais n'ayant pas respecté, les textes n'étant pas encore été arrêtés, n'a pas pu faire son moratoire. Elle devrait le relancer. Donc en 2012, 1er avril 2012, le texte définitif est enfin tombé. C'est vrai qu'on ne l'attendait presque plus. Et le 9 mai, la Commission a rendu public les premières ICE à l'occasion de la Journée de l'Europe. À l'heure actuelle, le 9 mai, il y a 6 projets ICE qui ont été présentés. Il y en a eu un de plus la semaine dernière, notamment sur la vivisection, qui a été déposé le 22 juin. Donc à la date d'aujourd'hui, il y a 7 projets concrets. On ne va pas rentrer dans les projets concrets sur cette première partie de plénière, c'est l'objet de la seconde partie de cette plénière. C'est seulement pour dire ce qui a été fait. Alors il y a beaucoup de questions qui se posent sur les ICE, sur comment les développer, combien comptent-elles, etc., etc. On essaiera d'y répondre au cours de cette journée. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être rappeler très vite ce qu'est une ICE, mais je suppose que si vous êtes là, c'est que vous savez de quoi ça parle. Donc une ICE, une initiative citoyenne européenne, est déposée par un comité de citoyens qui sont composés d'au moins 7 personnes issues de 7 pays différents. C'est un premier obstacle dont on reparlera. Ce comité dépose son projet à Bruxelles avant même de lancer la collecte des signatures. Puis si l'initiative est approuvée, elle a 1 an pour mobiliser ses soutiens. Les soutiens, c'est 1 million de pétitionnaires qui sont pris dans un quart des États de l'Union, avec un seuil minimal dans chaque pays, calculé en fonction du nombre d'habitants. En fait, c'est le nombre d'élus de chaque pays multiplié par 750. Donc si on fait un calcul facile, la France c'est 54 000 signatures, et Chypre, l'île de Malte par exemple, c'est 3 750, vu qu'ils ont 5 représentants. Seule condition pour signer cette pétition, être citoyen d'un pays européen et être en droit de voter. Voilà, être en âge de voter. C'est vrai qu'en France c'est 18 ans, en Autriche c'est 16 ans, mais les règles ne sont pas toutes partout les mêmes, mais c'est les conditions de base. L'initiative est très courte en fait, c'est un texte qui est extrêmement simple à déposer, sachant qu'il y a quelques impératifs, un titre en 100 signes, l'objet de cette initiative en 200 signes et l'explication de l'initiative en 500 signes, ce qui est extrêmement réduit. Cette proposition après est envoyée à la Commission et qui va demander, qui a 3 mois pour répondre et pour lancer son accord, pour lancer la recherche de pétitionnaires. Alors, techniquement, une fois qu'elle est remontée, et c'est une de ses limites, la Commission peut la refuser, mais en tout état de cause, elle doit expliquer juridiquement et politiquement pourquoi, mais elle peut la refuser ou pas, et si elle ne la refuse pas, on part dans un process de débat avec une nouvelle audition, avec des représentants de la Commission et du Parlement, et le débat va être lui-même en fait l'initiative citoyenne européenne, parce qu'il ne faut pas se masquer la face, il y a beaucoup d'amendements qui, par rapport à cet ICE, un si court projet, doit demander évidemment de nombreux développements avant d'atteindre un stade législatif. Donc on présente cet ICE, et à partir de là, le débat s'installe et on crée autour de la question ce que certains appellent uniquement du buzz. Donc l'idée, c'est de faire du buzz autour d'une question qui est transnationale, qui concerne un panel extrêmement large d'1 million de personnes, et de faire par ce biais-là un outil de démocratie directe. Voilà en 2 mots ce que sont les ICE. Alors Monsieur Kaufmann, qui est l'auteur du seul outil formel sur les ICE, qui est un guide des ICE, est arrivé de son avion à 9h-20, il paraît que la ligne 12 est bloquée, donc il arrive d'une seconde à l'autre.
Sandrine Bélier, qui est députée vert, s'excuse, mais comme je vous l'ai dit, elle est retenue à Bruxelles dans l'actualité qui est celle d'aujourd'hui. À mes côtés, j'ai Luc Van den Brand, qui est le président de la commission CIVEX, Citoyenneté, de la gouvernance, des affaires institutionnelles et extérieures. Et il est aussi l'ancien président du puissant du comité des régions. Et à ma gauche, on a le président d'ECAS qui a la gentillesse de nous inviter aujourd'hui avec toute l'Europe. Je crois que Henri Malos arrive également, qui est le président du groupe des employeurs au Comité économique et social européen, et qui est un conseiller pour les affaires européennes à l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. Donc il est à même de nous expliquer le déploiement dans le monde de l'entreprise. Donc lui, il est plutôt entreprise citoyen. Kaufmann, il est beaucoup plus sur le schéma théorique, formalisation, force et faiblesse des ICE. Luc Van den Brand est plutôt sur l'aspect politique, institution européenne, et nous fera part de son expérience sur le sujet. Quant à mon cousin Tony, lui, il reprendra après les débats sur ECAS, pourquoi elle lance une telle initiative aujourd'hui, et essaiera de répondre à vos questions. Alors évidemment, c'est vraiment conçu comme un débat avec la salle. On imagine qu'il y a beaucoup de questions. Le dossier qui vous est remis en balaye certaines, avec des réponses assez synthétiques, et je trouve qu'il est extrêmement bien fait. Il y a sans doute des zones d'ombre qu'on ne pourra pas vraiment couvrir, mais on fera en tout cas au mieux. Donc je vais peut-être laisser la parole d'abord à M. Van den Brand pour nous expliquer son expérience des ICE vue de Bruxelles. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de pouvoir vous joindre. Je dois d'abord excuser Madame Bresso, ma successrice comme présidente du comité des régions. Et je crois que si vous dites de faire quelques réflexions concernant l'expérience est tellement nouvelle que je dirais une analyse approfondie, c'est plutôt une question d'expectation que de, je dirais, to screen and to check ce qui a été mis en place. Si vous permettez, je ferai quelques réflexions préliminaires et alors j'essaierai d'esquisser quelques pistes du côté du comité des régions qui peuvent être contributifs à cette initiative des citoyens européens. D'abord, il est évident que, et vous en avez fait référence, que le projet de constitution européenne était plus vaste dans le sens de donner, je dirais, un droit réel et préemptif aux citoyens. Vous savez aussi qu'il y a quelques pays qui avaient quelques problèmes avec cette constitution projetée. Ceci dit, il y a naturellement eu le traité de Lisbonne, mais je crois que c'est évident que le fil rouge devrait être et doit être qu'il s'agit d'un instrument direct, un instrument participatif et qui touche naturellement les fondements démocratiques de l'Union. Institutionnellement parlant, c'est naturellement innovateur dans le sens que, comme nous le savons tous, que seulement la Commission européenne a et a toujours eu le droit d'initiative. Ceci, en quelque sorte, devrait, je dis bien devrait, complémenter cette exclusivité du pouvoir d'initiative et je crois que finalement, même si ça a été dilué, que le traité de Lisbonne a tout de même les traces essentielles pour arriver à, je dirais, cette approche complémentaire. Il s'agit naturellement des déficits que nous rencontrons dans la région européenne. Il y a au moins 3 déficits, peut-être qu'il y en a d'autres, mais ce qu'on dit, c'est le triple déficit. On parle souvent de la triple helix qui sont les vecteurs pour le succès. Ici, je crois qu'il y a le déficit démocratique, il y a le déficit de délivrer et il y a le déficit de la destinée de l'Europe. Et je crois que ces 3 déficits doivent être pris à bord quand on fait une réflexion sur l'initiative citoyenne européenne.
Troisièmement, je crois que pour aboutir à quelque chose, qu'il faut approcher les possibilités de cet instrument sur trois axes. Il s'agit d'abord, il devrait s'agir d'une approche partenariale. Le partenariat est évident. Et d'ailleurs, dans la nouvelle réglementation générale pour les fonds de cohésion, cette idée de partenariat et même de pactes territoriaux est présent. Deuxièmement, je suis convaincu, et je le dis comme rapporteur, un peu, je dirais, l'initiateur au comité des régions et au-delà de l'approche multiniveau, donc la gouvernance multiniveau, les différents échelons qui doivent être associés, et alors les multiples acteurs. Et pour moi, ce sont les deux dimensions de ce grand principe de subsidiarité, la dimension verticale, c'est-à-dire le partenariat entre le local, le régional, l'État et l'Europe, et d'autre part les multi-acteurs, parce que ce serait une illusion de croire que seulement des institutions peuvent aboutir à quelque chose. Ceci dit, il est évident que le comité des régions nie les élus, et je tiens à le souligner, peuvent être à la base d'une initiative européenne. Parce que là, ce serait la confusion totale, ce serait évidemment, comment dirais-je, diminuer cette action directe des citoyens. Il y a eu, et peut-être c'est un peu persistant, quelques malentendus à croire que c'était aussi du ressort des élus et ou, en ce qui nous concerne le comité des régions, de prendre l'initiative. Non, je crois qu'il s'agit de détecter des pistes à aider et faciliter le processus. Cet engagement du comité des régions n'est pas neuf, et on était déjà associé à l'élaboration de la Convention européenne qui était à la base du traité de Lisbonne. Nous avons fait différents, comme on dit, avis, des opinions, entre autres de ma collègue Madame Sonia Mazzini sur cette initiative citoyenne. Et j'aurais voulu le dire en présence de notre collègue et ami Henri Malos, on a pris quelques initiatives ensemble entre le comité économique et social et le comité des régions. De nouveau, je dirais, cette double dimension de la subsidiarité, c'est-à-dire les acteurs dans nos sociétés, les acteurs pas seulement économiques, mais aussi les acteurs sociaux, de l'éducation, de la culture, d'une part, et des élus. De cette façon, je crois que notre comité des régions de l'Union européenne pourrait axer ses approches sur trois pistes. Le premier, c'est naturellement de promouvoir et évaluer les initiatives citoyennes. Parce que c'est souvent le cas dans la vie, ce qui n'est pas connu n'a pas de sens. Donc, ceci dit, paraphrase d'un grand philosophe, il est évident que même si les cercles concernés croient que cette initiative citoyenne est connue et reconnue partout et partout, ce n'est pas le cas. Il faut donc, je dirais, disséminer d'abord l'information sur ce qu'est la valeur, ou pourrait être la valeur ajoutée de l'initiative citoyenne. Deuxièmement, et là c'est le grand problème qui se pose quand vous avez fait à juste titre référence qu'à ce moment il y a 7 projets, cette initiative enregistrée, c'est déjà quelque chose dans le processus. La question est à savoir, est-ce qu'il y a une chance d'aboutir? Parce que quand j'ai dit qu'il s'agit ici de comment limiter le gap, le déficit démocratique, une des questions dès le début était évidemment à quelle hauteur seraient les contraintes apposées par la Commission européenne pour, je dirais, pas simplement concernant la recevabilité, mais aussi concernant le bien fondé d'une initiative citoyenne. Et c'est pour cela que, je dirais, sous réserve que
par exemple, cette initiative peuvent aller au-delà de l'enregistrement. Je crois qu'un deuxième rôle qu'on devra pouvoir jouer, c'est cela que j'ai déjà communiqué aussi comme président de la commission CIVEX aux instances européennes, que nous soyons je dirais, vraiment involvés dans les auditions publiques qui devront se tenir. Parce que là, on parle du contenu et plus de la recevabilité. Et à ce sujet, je suis convaincu que l'élément décentralisateur du processus est très important. Et à ce point, je crois qu'exactement les représentants des élus locaux et régionaux ont cette, je dirais, cette qualité de contribuer aux éléments décentralisateurs. Et c'est pour cette raison que, deuxièmement, pourvu qu'il y a, je dirais, la phase 2 qui peut être déclenchée après enregistrement, que nous pouvons et devons jouer notre rôle. Troisièmement, il y a naturellement, c'est la différence entre policy making et policy shaping. Il est évident que nous avons à jouer un rôle de manière informelle et là, je crois que le dialogue quotidien, mais là, nous abordons le point essentiel de la construction européenne. L'Europe qui ne peut pas être les 2 km² de Bruxelles ou le 1 km² de Strasbourg est naturellement une question à savoir comment effectivement prendre à bord tous les citoyens, les 500 millions de citoyens européens. Et là, il est évident que la communication est un élément crucial aussi vis-à-vis de cette initiative citoyenne. J'ai encore eu l'occasion, il y a 2 jours, à une autre conférence où on abordait le point de la communication en général. Il y a une inflation de communication des institutions européennes, mais le point est à savoir qu'il n'y a pas la dissémination réelle vis-à-vis des citoyens. Et c'est là, je dirais, un paradoxe énorme. Il y a, dans les 27 pays actuels de l'Union européenne, il y a les agences des institutions, mais un des points, c'est qu'il n'y a même pas une coordination entre les institutions européennes. Parce que par-delà les traités, et les exécutions des traités, il n'est pas possible de faire une communication, information jointe entre le Parlement européen, la Commission européenne, le Comité économique et social et le Comité des régions. Bon, il y a des raisons formelles qui nous obligent à respecter cette approche, mais ceci naturellement démunit vraiment les possibilités qui naturellement peut avoir des conséquences peut-être pas voulues, mais tout de même en place. Donc du point de vue du Comité des régions, je recommanderais de faire bon usage des ressources décentralisées de la communication. De faire bon usage des ressources décentralisées de communication. Je vous donne un exemple. Depuis 7 ans, oui, on prend une initiative pour inviter, pas seulement, mais de faire des sessions avec des journalistes régionaux et locaux. Parce que vous savez qu'il y a à Bruxelles quelques milliers de correspondants, et ceci est important pour, je dirais, les approches politiques, les analyses, et pour faire le joint avec les capitales européennes des États membres. Mais là aussi, aussi longtemps que les élus locaux ne sont pas des élus européens et que les élus européens ne sont pas des élus locaux où on l'approche, je crois qu'il y a un problème qui se pose, mais là aussi, je crois que les ressources décentralisées de la communication doivent être prises à bord. Et là, sur base de, je ne dis pas du principe, mais de la réalité, de la proximité des élus locaux et régionaux, je crois que c'est important d'utiliser cette voie et ces possibilités. Autre point, nous savons tous que 2013 est l'année, c'est sous le motto, l'année du citoyen et de la citoyenneté. Je crois que c'est là, je dirais, une occasion, une opportunité de faire concrètement le joint entre les possibilités
théorétique à ce moment-ci de l'initiative européenne d'une part et, je dirais, cette approche aussi communicative de l'année du citoyen. Et ceci dit, je crois que j'espère que au moins les 7 ou quelques de ces 7 projets enregistrés pourraient aller à l'audition, parce que ce serait important d'avoir des précédents, de bons précédents, si possible, mais même des initiatives qui pourraient échouer, pourraient aussi être matière à réflexion pour amodier les approches. Et donc, je dirais, le mieux serait que ça, je dirais, arrive à quelque chose, mais même le cas échéant, que pour des raisons acceptables, présumons, mais et pas pour d'autres raisons qui n'auraient pas en fait d'issue finale, ça pourrait être un learning process, ça pourrait être quelque chose pour faire réflexion. Nous avons dans la plupart de nos pays de l'Union européenne, certainement, je dirais, à partir de la Belgique en quelque sorte, nous n'avons pas cette mode d'approche des précédents. Nous sommes tous des enfants du droit continental en quelque sorte, où ce qui est écrit est matière à interprétation, ce qui n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons, mais ceci joue aussi dans l'initiative citoyenne européenne. C'est pour cette raison que je crois qu'il faut finalement, je crois qu'il faut vraiment miser sur la façon de communiquer. Et vous savez, toujours dans la vie, il y a les 3 questions essentielles. Hein? Why, what, how? Hein? Pourquoi, quoi et de quelle façon? Et donc, s'il y a une inflation en quelque sorte, s'il y a des moyens multiples de communication, on constate que cette communication, information, communication, ne va pas jusque, je dirais, là où les citoyens ont leur vie réelle et où il y a des failles dans la construction européenne et où la procédure et les règlements et les lois européennes comme telles. Donc c'est une question de confiance, et alors je crois qu'une initiative comme celle-ci aujourd'hui doit aussi, avec les différents acteurs de tous azimuts, parce que c'est multidisciplinaire ou multi-action, qu'il faut, je crois, envisager d'aller vers une sorte de journée de l'initiative citoyenne européenne pour mettre, je dirais, au clair quelle est la situation, certainement à la première phase de l'exécution et de l'utilisation de cet instrument. Je crois que c'est important que ce soit dès le début ancré dans la bonne approche et le bon ancrage. De cette façon, je crois que cette initiative, c'est une opportunité. On a beaucoup de questions, mais je dirais le réflexe doit être que ni le cynisme, ni, je dirais, toutes les réticences qu'on peut avoir, je crois que, au contraire, les institutions européennes, de leur façon, pas comme instrument ou institution à prendre l'initiative, mais de la soutenir, de la couvrir, de faciliter les possibilités. Je crois que c'est là notre devoir, même avec toutes les interrogations, il y en a beaucoup que nous pouvons avoir. Voilà quelques réflexions que je voulais faire au nom du Comité des régions et en mon nom personnel. Merci. Merci. On salue l'engagement du Comité des régions, donc c'est super. On a compris qu'il fallait faire des ICE coûte que coûte, qu'elles échouent ou qu'elles réussissent, et que 2013 était une année importante pour les faire émerger. Mais à part une position de principe, le Comité des régions va mettre quoi en place? Un bureau de conseil, va mettre des moyens pour nous informer. Comment on va concrètement aller plus loin avec le Comité des régions? Mais à ce sujet, nous avons différentes plateformes. Nous avons la plateforme de la subsidiarité, nous avons la plateforme qui était connotée avec le processus de Lisbonne 2010. Maintenant, nous avons la plateforme concernant l'Europe 2020.
Et on est à ce moment-ci, mais on doit le voir aussi avec, on veut le voir, pas on veut le voir avec le Comité économique et social, à mettre en place une plateforme concernant ou utiliser, parce qu'il ne faut pas toujours faire de nouvelles structures. Et moi je conçois, et on en discutera lors de la rotation, parce que vous savez, après 2 ans et demi, c'est dans le cycle de 5 ans que nous aurons la rotation des responsabilités au Comité des régions mi-août. Et là, notre désir, pas simplement, mais notre approche, la proposition est que par-delà la plateforme de la subsidiarité, parce que c'est là l'ancrage institutionnel, et on peut dire beaucoup de choses, faire de grands discours sur la subsidiarité. Ici, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, et donc la plateforme de la subsidiarité pourra et devra servir comme plateforme aussi pour contribuer, soutenir et encadrer les initiatives qui ont été prises. Merci. Donc on a des outils qui sont en place, qu'il va falloir activer Oui, et, voilà. et bien connaître et aller plus loin. Ça c'est le point de vue de Bruxelles. Et du point de vue des CAS, peut-être vous-même depuis longtemps vous êtes engagé dans les ICE. Oui. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si ça... Est-ce que ça marche? Ouais, Ça marche, ok. Ok. Oui, à ECAS, nous essayons d'aider les promoteurs d'initiatives citoyennes. Il faut pratiquement inventer le citoyen européen stratégique, parce que les initiatives citoyennes sont en même temps un défi. C'est pas si facile qu'on pense, mais c'est aussi une opportunité formidable, parce que 1 million de personnes pourraient être à l'origine d'une législation pour 500 millions de personnes. Donc c'est quand même un défi extrêmement intéressant. Sur 25 initiatives tentées avant l'arrivée du règlement, donc des initiatives citoyennes informelles en quelque sorte, 4 seulement ont réussi. Et ce que le règlement demande est évidemment beaucoup plus strict pour la collecte des signatures. Les annexes avec les demandes nationales pour la collecte des signatures est presque aussi longue que le règlement en tant que tel. Donc c'est un défi. Et je pense que M. Van den Brande a tout à fait raison de parler des régions, parce qu'une des possibilités, je crois, c'est de trouver des alliances entre associations et autorités locales. Je pense qu'une des choses qui marche bien en Europe, par exemple, c'est les réseaux de villes. Les villes qui ont une préoccupation commune et qui forment des réseaux autour du développement local ou les questions de migration, etc. Et là, je pense que c'est quelque chose à creuser pour le citoyen européen stratégique. Alors nous voyons dans ce nouveau droit 3 défis, et je vais essayer de parler un peu de ces 3 défis parce qu'ils sont très différents. Il y a un défi juridique, il y a un défi de communication, il y a un défi technique. Le citoyen européen stratégique doit être très multidisciplinaire. Et nous essayons de regrouper différentes organisations pour aider les promoteurs des initiatives citoyennes. Je vais commencer par le premier, c'est-à-dire le défi juridique.
c'est la première chose à laquelle vous devez penser. Et là, l'orateur précédent a eu tout à fait raison de dire qu'au moment de l'enregistrement, il n'y a pas trop de problème. Si l'initiative n'est pas contre les valeurs de l'Union, et manifestement, le mot est important, en dehors de la compétence de l'Union, ou frivole, je ne sais pas ce que ça veut dire, je pense qu'un peu de frivolité ne ferait pas mal dans les affaires européennes maintenant, mais disons que... Tracassière, il ajoute. Tracassière, oui, oui, voilà, oui, oui. Donc on ne doit pas vexer les gens, mais ça c'est difficile hein, lorsqu'on monte une campagne de ne pas vexer quelqu'un. Mais en tout cas, la porte est largement ouverte au début. Mais il faut réfléchir au fait que la Commission n'est pas obligée d'agir. Ce n'est pas la démocratie directe, c'est la démocratie délibérative. Donc la Commission n'est pas obligée d'agir. Et c'est là que le citoyen européen doit devenir pas seulement stratégique, mais très stratégique. Et nous essayons d'entourer les initiateurs, les initiatives citoyennes de conseils juridiques multiples, des gens qui sont experts sur le traité et les compétences qui sont définies par le traité, et puis des juristes qui sont plutôt experts sur le sujet de l'initiative. Et on voit déjà qu'il y a une certaine tension, parce que la réglementation européenne est souvent extrêmement technique et pas très excitante. Ce que nous voulons proposer, c'est quelque chose quand même un peu nouveau qui va intéresser les gens pour qu'ils signent aussi. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui sont très courageuses du point de vue de la base juridique. Par exemple, il ne s'agit pas simplement de promouvoir la libre circulation des personnes, mais aussi d'ajouter des droits politiques. Et nous allons entendre parler de cette initiative au cours de cette conférence. Il ne s'agit pas seulement de purifier l'eau et de sauvegarder l'environnement, mais de présenter une initiative pour souligner que l'eau est un droit humain, un droit fondamental, un service d'intérêt public. Il y a une initiative qui se prépare et qui sera présentée aussi aujourd'hui sur le pluralisme dans les médias. Alors nous savons tous que l'Europe a beaucoup de compétences dans le domaine de la concurrence, donc s'il y a un monopole qui menace la liberté d'expression, le choix des médias, l'Europe a des armes. Mais en même temps, cette initiative vise plutôt la charte des droits fondamentaux et le fait que dans certains pays, c'est le gouvernement qui est le problème, le gouvernement qui intervient et qui essaye de restreindre les médias. Donc, ce qui est très intéressant avec les premières initiatives citoyennes, c'est qu'ils sont plus sur des valeurs européennes. Et ça, c'est important. Et c'est quand même très promoteur pour l'avenir. Pourquoi pas des législations un peu moins techniques et qui reflètent quand même nos valeurs communes et la charte des droits fondamentaux. Mais après la porte assez large au début, la porte à la fin, lorsque la Commission a 3 mois pour décider et il y a une audition au Parlement européen, et il y a tous les lobbies bruxellois autour de vous lorsque vous présentez votre initiative, c'est là que vous avez la vraie bataille. Et je pense que il a déjà été souligné que
c'est avec les premières initiatives on va voir plus clair ce qui est possible, ce qui ne l'est pas. Alors le deuxième défi, c'est le défi auquel nous sommes tous confrontés comme association. Comment mener une campagne européenne. Moi, personnellement, j'en ai mené plusieurs et j'ai beaucoup plus de lois avec laquelle je suis associé que si j'étais resté fonctionnaire européen, ça je peux vous dire. Et cet instrument est dans la ligne de choses que j'ai pu accomplir dans le passé avec d'autres moyens. Alors le problème, et c'est pour ça que nous sommes venus à Paris, pour que vous nous aidez. Si vous regardez tous les guides sur l'initiative citoyenne ou le site de la Commission européenne, on ne parle pas de ce que nous allons parler aujourd'hui. Parce que, évidemment, ceux qui font les guides doivent se référer constamment au règlement. Ici, nous sommes en dehors de la relation directe entre le comité de 7 membres et les autorités européennes. Nous sommes sur le terrain où vous avez une idée, vous avez passé le test juridique et vous commencez à élaborer votre stratégie pour récolter les signatures dans au moins 7 pays. Et vous n'avez qu'une année pour le faire. Nous avons plaidé pour un délai plus long dans les discussions avec le Parlement européen. Vous n'avez qu'une année. Évidemment, ce n'est pas impossible de récolter 54 000 signatures pour la France si vous commencez à diviser pays par pays. Mais ça implique quand même une structure associative européenne assez forte. Et je dirais c'est un peu justement ça que nous voulons pas exactement éviter, mais au Parlement européen et la Commission européenne, l'idée avec l'initiative citoyenne, c'est que ce ne soit pas simplement les associations européennes déjà bien implantées ou les lobbies très puissants qui sont derrière les initiatives, mais aussi qu'il y ait une possibilité pour des initiatives non structurées à réussir. Et ça, ce n'est pas si facile que ça. Je crois que, par exemple, cet après-midi, le groupe sur fundraising est la première fois qu'on en parle, en fait. Avec toutes les conférences que nous avons eues avec le comité des régions, le Parlement européen, etc., personne n'a vraiment parlé du fait qu'il y a un lien très étroit entre bien communiquer l'initiative, créer la coalition, qui est la base à la fois pour faire du fundraising et pour la collecte des signatures. Sur la collecte des signatures, nous demandons aussi, et là nous cherchons un peu vos conseils, votre connaissance. Est-ce que les médias sociaux vont rendre ça beaucoup plus facile? Il nous semble qu'à Bruxelles, qu'il y a une espèce de mythe que Facebook, etc., vont vraiment faciliter la chose. C'est possible. En même temps, c'est une procédure assez formelle. On demande beaucoup de données personnelles avec la signature. Est-ce que les signatures vont être collectionnées online ou dans le centre commercial le samedi matin, etc. Donc, tout cet aspect-là, tout ce que nous allons discuter aujourd'hui, je dirais,
n'a pas vraiment été abordé jusqu'ici dans les conférences européennes, et c'est quand même 85% du travail. Hein. Le reste, c'est plutôt formel. Ici, c'est le vrai travail. Donc, j'espère que la conférence va sans doute nous aider énormément. Alors, le troisième défi, c'est plutôt technique et réglementaire. Et là, si vous avez lu le règlement, vous verrez que c'est quand même le compromis européen habituel. C'est-à-dire, c'est à la fois un règlement avec des consignes européennes très strictes, mais finalement, en fin de compte, c'est à chaque pays de certifier le début d'une initiative et puis de faire la vérification des signatures à la fin. Alors nous avons fait une enquête vers le début de l'année. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de pays qui ne sont pas vraiment prêts, qui ne sont pas vraiment équipés pour faire cela. Et ça, c'est un des problèmes. Un autre problème, c'est que nous avions tous attendu au début de l'année l'annonce de la Commission, par la Commission, d'un outil pour la collecte des signatures via online. Alors, l'outil est paru et c'est très difficile à utiliser et c'est pas complet par rapport au règlement. Donc, il y a beaucoup d'initiatives. Il y a des initiatives maintenant qui ne peuvent pas démarrer. Et je crois que l'horloge est stoppée à Bruxelles. C'est-à-dire qu'ils auront finalement un peu plus de temps pour que ce problème du début de ce nouveau droit soit réglé. Alors, il y a trois solutions. Nous devons trouver des solutions nous-mêmes, mais c'est assez coûteux. Une autre solution, c'est que la Commission européenne met à disposition une infrastructure complète pour la collecte des signatures. Et nous avons en fait proposé une troisième voie qui serait une espèce de partenariat entre la Commission et la société civile, parce que nous avons en fait nous-mêmes bien avancé avec nos partenaires dans la mise sur pied d'une telle plateforme. Donc, mais c'est un exemple concret, cette histoire. Moi, je trouve que c'est assez lamentable parce qu'il y avait une année de préparation avant la mise en œuvre du règlement. Mais c'est un exemple qui montre qu'il y a, comme avec tout nouveau droit, beaucoup de problèmes imprévisibles. On aurait dû prévoir cela, bien sûr, mais beaucoup de problèmes qui, au début, on doit vraiment faire attention. On doit s'informer mutuellement, s'appuyer mutuellement. C'est ce que nous faisons avec d'autres qui préparent des initiatives pour confronter ces difficultés. Alors, personnellement, je pense qu'il faut apporter un jugement sur les initiatives citoyennes dans 20 ans. Ça prend beaucoup plus de temps que les législateurs imaginent pour que des nouveaux droits soient connus et utilisés, et surtout utilisés par ceux auxquels ils étaient destinés. Donc, on doit suspendre un peu le jugement, je crois. Il faut travailler un peu dans le sens indiqué par l'orateur précédent, c'est-à-dire il faut faire beaucoup d'évaluations. Il faut évaluer ce qui marche, ce qui ne marche pas.
Nous avons fait à Barcelone une conférence sur les aspects juridiques. Le rapport est disponible. Nous faisons aujourd'hui la conférence vraiment essentielle sur 80% du travail, qui est le travail de collecte des signatures. Et à Vienne, le 5 octobre, nous aurons une conférence sur les aspects plus techniques, plus réglementaires, où nous aurons plus d'expérience avec ce nouveau instrument d'ici octobre. Donc, j'espère que le message était clair. Nous sommes ici pour apprendre, en fait, et puis pour passer ce que vous pouvez nous apprendre à d'autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tony. Merci, Monsieur Malos, de nous rejoindre malgré les problèmes de circulation. Peut-être qu'on peut faire à ce stade un point. On l'a bien compris, les ICE, c'est quelque chose de très théorique. Et on est en phase de passer de l'abstraction au concret. Et dans ce cheminement, on a besoin de vos éclairages et aussi de vos questions. Donc peut-être qu'on peut faire un premier tour de table de salle sur les questions, puis après on laissera la place à Monsieur Malos. Bon, donc c'est un peu tôt, on est encore très à l'aise sur... Je peux brièvement réagir à ce que... Donc, 2-3 points. J'ai été très attentif. Je crois que vous avez tout à fait raison. Il ne faut pas laisser le temps au temps, hein, mais tout de même être prudent en ce qui concerne l'évaluation. Simplement pour confirmer ce que vous avez dit, que des réseaux des élus locaux peuvent être très utiles. Et je donne un exemple concret. On a créé il y a 3 ans la Convention des maires. Et la Convention des maires, il s'agit dans le cadre du changement du climat qui a l'engagement concret, pas simplement de signer un formulaire à ce qu'on rejoint l'idée et l'objectif de la Commission 20-20-20 pour 2020, mais que à échéance et à constat réel, ils veulent progresser. Quoique c'est là important que aussi dans, je dirais, le soutien pour l'initiative citoyenne, effectivement, ces réseaux, il y a des exemples concrets et pratiques peuvent servir. Deuxièmement, les médias. On a fait naturellement des révolutions au Maghreb par les médias sociaux. Puisque on est assez involvé dans toute, je dirais, cette approche pour l'Assemblée des régions et des localités de la Méditerranée qu'on a initiée. Il y a la question à savoir si les médias sociaux seront à même de forger la démocratie. Donc il n'y a pas d'antithèse de principe, mais tout de même il faut réfléchir à ce sujet, donc ça peut être complémentaire. Mais une autre chose, c'est que je crois qu'il y a un devoir, une responsabilité importante des médias publics. Et quand, je dis aussi dans une autre responsabilité comme président de la chaîne flamande belge de télévision et radio, on constate que les chaînes publiques donnent 3 fois plus, je dirais, d'importance aux problèmes européens et internationaux que les chaînes privées. Donc je crois que pour les chaînes publiques, il y a au moins, mais aussi les chaînes régionales, une contribution à faire. Dernièrement, concernant le fundraising, j'en conviens, on n'en a pas encore discuté, c'est essentiel. Seulement là aussi, je crois qu'il faut être conséquent. Si le fundraising doit être tout à fait transparent, ça doit être aussi transparent en ce qui concerne le fundraising pour des initiatives citoyennes. Parce que quand le Conseil de l'Europe, à juste titre, a élaboré un code de conduite pour les partis politiques, trop tard, mais tout de même, je dirais, bien mesuré, il y a aussi la nécessité qu'il y ait la transparence en ce qui concerne les moyens qui seront collectés, parce que, je dirais, ce serait
un paradoxe énorme que, je dirais, il y aurait la non-transparence en ce qui concerne la fundraising concernant les initiatives citoyennes. Mais j'en conviens que c'est un point qu'il faut vraiment discuter et détecter en quelque sorte, parce que là, on n'est pas encore à quelque part. Merci. La transparence des ICE est dans le règlement, mais vous avez complètement raison. Peut-être un mot maintenant avec M. Malos, qui nous rejoint, qui est président du groupe des employeurs au Comité économique et social européen, qui est conseiller pour les affaires européennes à l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, spécialisée sur l'Union européenne et l'entrepreneuriat. On a beaucoup parlé des ICE, du cadre théorique, mais aussi des problèmes qu'elles représentaient aujourd'hui. D'un point de vue, reprenons un peu de hauteur, et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les ICE sont la forme la plus aboutie de la démocratie européenne participative? Merci. Bonne journée. Merci pour la question. Et donc bonjour à toutes et tous. Et bon, je regrette de ne pas pu être là à l'heure. Bon, c'est toujours quand on habite sur place qu'on est le dernier. Voilà, je venais de Toulouse et il y a quelques turbulences d'avion qui ont. Je regrette de ne pas avoir écouté Luc Van den Brand et Tony Venables, les deux que je connais très bien. Je crois que je partage très largement leur approche. Bon, moi je représente le Comité économique et social européen, qui est, je dirais, l'institution, organe institutionnel jumelé au Comité des régions. Vous avez là la personnalité éminente du Comité des régions avec Luc Van den Brand. Comité économique et social européen, en deux mots, je vais juste rappeler, pour ceux qui ignoreraient cet organe institutionnel qui existe pourtant depuis 1958, donc depuis le tout début. C'est un organe consultatif qui est composé de représentants des acteurs économiques et sociaux, dont un tiers de représentants des entreprises. Donc je suis actuellement le président du groupe employeur, un tiers de représentants salariés, syndicats, et un tiers société civile, donc c'est les organisations, consommateurs, femmes, jeunes, défenseurs de l'environnement et bien d'autres. Et donc nous avons un rôle consultatif et nous sommes saisis en fait pratiquement sur autant de sujets que le Parlement européen pour donner des avis. Nous avons un avis d'initiative, des possibilités d'avis d'initiative. C'est un organe de l'Union européenne, donc les fonctionnaires qui travaillent pour nous sont des fonctionnaires européens. Et donc c'est, à mon avis, une des rares institutions avec le Comité des régions et avec le Parlement européen qui représente en quelque sorte les citoyens réels, c'est-à-dire nous représentons, Comité économique et social européen, l'expression des citoyens au travers des intérêts qu'ils représentent, donc ils sont employeurs, ils sont salariés ou ils sont engagés dans le monde associatif, pour faire court. Alors juste quelques mots pour rappeler que, parce que c'était la question, est-ce que l'initiative citoyenne c'est le modèle le plus achevé de démocratie participative? Moi, je pense que c'est un bon moyen, mais c'est un bon moyen particulièrement par rapport au sujet de la construction européenne. Et bon, je voudrais insister, donc, si vous me donnez quelques minutes, sur cet aspect-là des choses. C'est-à-dire, je crois qu'il ne faut pas voir l'initiative citoyenne donc, qui a été mise en place au niveau de l'Union européenne, en tout cas c'est comme ça que moi je la conçois, comme un substitut de ce qu'on ne peut pas achever au niveau national. On peut le faire au niveau européen. Moi, je pense que c'est avant tout, c'est comme ça que, à mon avis, ceux qui l'ont ceux qui l'ont proposé dans le traité, d'abord dans le traité, dans la Constitution européenne, qui est devenue donc le traité de Lisbonne, c'était dans cette idée de recueillir, d'écouter, de mieux écouter les citoyens. Et moi, je suis persuadé que le problème essentiel aujourd'hui de l'Europe, et qui se reflète dans les difficultés qu'on a dans les conseils, dans toutes les difficultés économiques, financières, politiques, c'est que le fait que les citoyens se retrouvent pas tellement dans ces institutions qui paraissent compliquées, qui paraissent tout parties du haut et qui va vers le bas. D'ailleurs, beaucoup d'activités que les institutions européennes, Commission, Parlement et autres font vers les citoyens, c'est on s'adresse aux citoyens. Alors qu'en fait, c'est pas ça. Il s'agit de faire en sorte que les citoyens s'adressent à l'Europe. Donc je trouve que c'est dans cet esprit-là, pour remplir
ce fossé qui s'agrandit, on le voit dans les sondages, on le voit avec la participation sans cesse plus faible aux élections européennes, retrouver un intérêt des populations sur ce que l'Europe fait, que l'Europe fait des choses positives, et pas, moi je le vois au niveau des entreprises, où les entrepreneurs ont l'impression de plus en plus que l'Europe est là pour leur créer des contraintes, pour les embêter, pour ajouter des réglementations. Donc c'est dans cet esprit-là que nous avons au Comité économique et social européen, unanimement, moi j'étais rapporteur à l'époque sur le traité constitutionnel, soutenu l'initiative citoyenne européenne, dans cet esprit de donner aux citoyens la possibilité de s'exprimer. Alors ce qui veut dire aussi, pour moi, c'est que s'exprimer, c'est pas s'exprimer contre les autres formes de représentation qui existent. C'est-à-dire la représentation, bien sûr, les démocraties représentatives, le Parlement européen, les collectivités régionales, le Comité des régions, et la démocratie participative structurée, la société civile organisée au travers du Comité économique et social européen. Moi, je ne vois pas du tout de concurrence. Et d'ailleurs, nous avons, nous, au Comité économique et social européen, très fortement soutenu cette initiative. D'ailleurs, j'ai vu, vous avez mis à disposition le petit guide qui a été fait par le Comité économique et social. Notre président actuel, Stefan Nilsson, un agriculteur suédois, donc quelqu'un qui n'est pas un technocrate, veut réaliser un ouvrage expliquant l'initiative citoyenne. Enfin, on veut tout faire pour soutenir cette initiative citoyenne. Juste quelques points personnels sur comment moi je vois les côtés, comment faire aboutir cette procédure et faire en sorte qu'elle ne soit pas un gadget. Moi, je m'oppose à certaines idées qui courent à Bruxelles quand vous en parlez franchement. Hein, on n'est pas ici pour avoir la langue de bois, mais quand on parle franchement avec des fonctionnaires des institutions ou des gens dans les grandes institutions, entre guillemets, bon, ils disent c'est un gadget. Hein. Je ne sais pas si mes collègues ils disent c'est un gadget. Alors, par certaines personnes de la Commission. Donc on le fait parce que c'est dans le traité, mais bon, on n'y croit pas trop. Donc je trouve que ce serait le pire. Le pire, ce serait que cette très bonne idée d'écouter les citoyens tombe et soit, je dirais, négligée parce qu'elle aura été abusée ou mal utilisée. Alors à titre personnel, je me ferai sûrement critiquer ici dans la salle, mais comment moi je vois ce qui pourrait être une bonne utilisation, c'est d'abord la question du choix du sujet. Moi je pense qu'il faut trouver un sujet qui soit un sujet qui permette d'avancer dans la construction européenne. Et comme je disais tout à l'heure, moi je pense que ce serait dévoyer l'initiative citoyenne que de vouloir utiliser le cadre européen pour faire avancer des préoccupations qu'on ne peut pas faire avancer au niveau national. Je crois qu'il faut qu'on voit comme l'objectif c'est la construction européenne, l'objectif c'est de faire progresser et de faire progresser l'identité européenne parmi les citoyens. Alors ça peut être sur des sujets, sur des causes nobles, ça peut être sur d'autres sujets, sur des sujets politiques, sur toutes sortes d'intérêts. Mais je pense qu'il ne faut pas que ce soit un substitut au fait qu'on n'arrive pas à faire passer. Je ne peux pas prendre d'exemple parce que je ne veux pas blesser qui que ce soit, mais il faut essayer de trouver vraiment des thèmes qui permettent de fédérer les citoyens européens, de fédérer et de renforcer l'identité européenne. La deuxième suggestion, c'est le bon timing. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui, on voit bien qu'est-ce qui préoccupe en premier lieu les citoyens, c'est quand même largement la situation économique et sociale. Donc il faut avoir ça en tête, ce qui ne veut pas dire que tous les autres sujets sont secondaires, mais ça veut dire qu'il faut quand même, si on veut avoir un impact dans les médias, si on veut avoir que ces initiatives recueillent l'adhésion la plus large, donc prendre des sujets trop marginaux, trop décalés par rapport aux besoins et aux priorités aujourd'hui des citoyens, je pense que ce n'est pas rendre service à cette initiative citoyenne, avoir des chances de succès. Je pense qu'il ne sert à rien je crois que l'initiative citoyenne, pour moi, ne doit pas être quelque chose, une initiative de témoignage, une manifestation politique minoritaire. Ça doit être avoir l'objectif de remporter la majorité, au Parlement, au niveau du Conseil. Donc il faut le faire avec des perspectives de succès.
Et puis, je me permets de rajouter, avoir, je dirais, l'appui ou la participation, la coopération avec les autres formes de démocratie qui existent au niveau européen. En premier lieu, la démocratie représentative et le Parlement européen. Je crois que le Parlement européen doit être associé, mais aussi nos instances consultatives, comité des régions, comité économique et social européen, qui peuvent relayer. Nous, on peut relayer des initiatives citoyennes. On a des instruments juridiques, on a par exemple des avis d'initiative. On peut le faire en liaison avec le comité des régions, d'ailleurs, sur les sujets si ça en vaut la peine, si c'est opportun. Car pour répondre à votre question, je m'excuse d'être un peu long, mais pour répondre à votre question, moi je pense que l'avenir vraiment de cette initiative citoyenne, c'est que ce ne soit pas un gadget, c'est qu'on choisit des sujets qui fassent progresser l'identité européenne, qu'on choisisse le bon moment, qu'on se donne toutes les chances de succès, et qu'on travaille avec les autres instances, non pas en concurrence, mais en apportant. Parce que l'idée, c'est que les instances, telles que le Parlement, Comité des régions, Comité économique et social, bon, on n'a pas la science infuse. Et si on peut d'abord comprendre quelles sont les préoccupations, les priorités des citoyens au travers de cette initiative, et ça ne peut que nous renforcer. Et ça peut que renforcer, je dirais, dans la construction européenne, le camp de ceux qui veulent représenter, de ceux qui veulent soutenir les intérêts et les besoins des citoyens face un peu à la machine technocratique qui existe à Bruxelles ou comme ailleurs, qui existe dans toute structure politique. Et donc l'initiative citoyenne, c'est un bon moyen pour renforcer le camp de ceux qui veulent démocratiser l'Europe. Voilà ce que je voulais dire. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Peut-être le temps que Bruno Kaufmann s'installe, quelques questions avec la salle. Des questions, monsieur. Un micro circule peut-être. Bonjour, je suis Gilles Vrion, je suis donc l'animateur d'une initiative citoyenne européenne sur la gestion des déchets et donc la lutte contre les incinérateurs. Donc j'ai bien pris en note les remarques de monsieur Malos sur la question de proposer des initiatives sur des questions européennes et pas sur des sujets locaux. Je rejoins assez cette perspective. Néanmoins, je voudrais quand même formuler deux remarques par rapport à ça. C'est qu'aujourd'hui, dans nos démocraties représentatives, il n'y a pas d'outil pour institutionnaliser la parole du citoyen. Et nous, on le vit concrètement dans le cadre de notre initiative. On essaie de faire activer les réseaux avec les élus, les pouvoirs locaux. Et aujourd'hui, le citoyen lambda, et je ne parle pas du lobbyiste, je parle du vrai citoyen, aujourd'hui, l'expertise citoyenne n'est pas reconnue par nos élus, n'est pas entendue, et donc les citoyens qui veulent se mobiliser ne peuvent pas influencer, ou en tout cas avoir un vrai poids dans les réseaux. Deuxième chose, vous avez évoqué le sujet de la crise. Je crois que le sujet de la crise, c'est effectivement un sujet important pour tous. Néanmoins, ça n'est que le symptôme de choix plus profonds, de stratégie politique plus globale. Et moi, je crois que les citoyens sont préoccupés par d'autres sujets qui convergent aussi avec la crise. Et je pense qu'il serait aussi utile de se détacher de la crise pour questionner des sujets profonds qui pourraient résoudre certains aspects de la crise. Ouais. Merci. Peut-être qu'on va passer le micro derrière. On va grouper les questions peut-être. Oui, bonjour, Alain Cléroux. En fait, moi, ma question, et je vais poser comme citoyen, je me pose des questions depuis un bon moment. Qui gouverne cette institution européenne, les fonctionnaires ou les politiques? Parce que la question, je pense que monsieur oui, voilà, il a parlé des problèmes. Souvent, il y a des fonctionnaires qui ne sont pas eux-mêmes au courant de toutes les lois, mais lorsqu'ils travaillent sur des documents, ils le font par rapport à ce que les choses sont écrites. Et alors, si c'est les fonctionnaires qui font les lois en fonction de ce qu'ils ont, l'initiative citoyenne n'arrivera jamais à ces fonctionnaires. Vous allez me dire à travers les élus, mais quel élu? Parce que même les élus, ils sont limités. Ça, c'est une constatation. Donc, si on pourrait éclairer là-dessus. Deuxièmement, la preuve, c'est que c'est tout à l'honneur de l'organisation de cette manifestation. Tout à l'heure, j'ai suivi un peu depuis quelques
moment, donc l'organisation ECAS, donc concernant vos projets. Et je vois que vous faites appel, par exemple, à votre initiative. Vos initiatives sont super bien. Mais vous faites appel effectivement aussi à l'ouverture des personnes pour rechercher des membres qui doivent payer. Mais une initiative citoyenne comme ça, mais je pense qu'il n'y a pas un budget pour que le Parlement européen, qui est supposé défendre les citoyens, donc il faut non seulement en tant que citoyen, si on veut faire entendre notre voix, passer par une organisation, et pour passer par une organisation, il faut payer devenir membre. C'est un peu... Merci. Voilà. C'est très clair les deux questions. Monsieur Venable va répondre à votre question et Monsieur Malos peut-être à la première intervention. Monsieur Malos commence. Bon, j'ai pas de, de commentaire est tout à fait juste. Hein. Je comprends bien que il y a, au-delà de la crise, bien d'autres sujets de préoccupation. Et si je prends l'exemple du traitement des déchets, bon, ce n'est pas pas un sujet que je connais très bien, mais je suis sûr que de démontrer qu'une gestion du traitement des déchets mieux coordonnée ou mieux assurée au niveau européen permettrait plus d'efficacité et permettrait aussi peut-être de le faire à moindre coût, c'est un très bon sujet aussi qui peut mobiliser les gens et qui peut recueillir l'intérêt. Donc je crois qu'il faut simplement essayer d'essayer de lier aux préoccupations aujourd'hui des citoyens européens. Mais aussi dans ce domaine-là, on peut démontrer que la dimension européenne fait gagner en efficacité et en coût. Donc pour ça, moi j'adhère à votre remarque. Oui, pour vos deux questions, je dirais qu'il y a le danger, évidemment, que le règlement soit simplement géré par une petite équipe de fonctionnaires. Les arguments que nous avons contre cette tendance-là, c'est qu'au Parlement européen, il y a eu 4 rapporteurs, un Français, Alain Lamassoure, qui est président de la commission des budgets, et chaque groupe au Parlement européen a organisé aussi une audition. Donc il y a eu beaucoup de travail entre la société civile et les parlementaires européens pour simplifier, améliorer le règlement, et nous devons mettre une pression sur le Parlement européen pour rester vigilant. Il y a aussi les organes, les institutions plus consultatives comme le Comité des régions et le Comité économique et social qui maintiennent une certaine vigilance et qui essaient d'aider. Vous ne devez pas devenir membre d'ECAS pour bénéficier de notre aide sur les initiatives citoyennes, parce que nous essayons d'investir en quelque sorte dans ce nouveau droit et nous apportons de l'aide gratuite. D'ailleurs, mon conseil d'administration a décidé d'investir 7 500 € pour la création d'un serveur pour la collecte des signatures, et nous allons offrir ça gratuitement si nous réussissons à le mettre sur pied, peut-être avec un peu d'aide de la Commission européenne. Nous allons mettre ça à disposition des initiateurs gratuitement pendant un certain temps. Après, il faut voir comment rééquilibrer notre budget. Il y a une question, mais une question fondamentale. Pourquoi pas de financement de l'Europe? Je pense que la difficulté, c'est que la Commission européenne ne peut pas être jugée partie. Par exemple, si la Commission finance une initiative et après elle le refuse en dernière analyse, elle est dans une position très contradictoire. Donc, mais c'est quelque chose à discuter, je pense, avec le groupe cet après-midi. J'ajoute que j'ai beaucoup aimé vos 4 points. C'est très utile.
Merci. Un petit complément, M. Van den Brand. Brièvement, à votre question, ça doit être un instrument politique. Mais je ne crois pas qu'il faut vraiment rechercher l'antagonisme entre ce qui est des fonctionnaires. Il y a naturellement la rigidité, comme on dit en allemand, die Paragraphenreiter, où on voit le texte strict d'une réglementation, quoique, en l'occurrence, c'est tellement bref qu'il y a la possibilité de maintenir l'approche politique. Deuxièmement, je dois effectivement rendre hommage à Alain Lamassoure et d'autres qui, dès le début, ont absolument voulu mettre en exergue qu'il ne faut pas anéantir dès le début la possibilité de l'initiative citoyenne. Il est évident que, et c'est pour cela que j'ai préconisé, comme aussi mes compères ici, mais aussi avec le comité économique et social, que ce sera de toute importance que nous insistons, ce qui n'est pas encore acquis, que dans les auditions, il y aurait la représentation des comités, pas comme comité, mais au moins avec le Parlement européen, je dirais, de l'approche politique. Et je crois que si on ne peut pas préserver cela, il y aurait un grand problème. Merci. Maintenant, on va laisser la parole à Bruno Kaufmann, qui est président de l'IRI, qui est l'European Initiative and Referendum Institute Europe, qui nous a préparé qui est aussi l'auteur du manuel de l'ICE et qui nous a préparé une petite présentation. Merci. Merci bien. J'ai deux observations avant. Je ne suis pas un expert pour la circulation à Paris. J'apprenais 2 heures d'arrivée de l'aéroport. Et je ne suis pas un expert pour la langue française, mais je vais essayer une présentation comme ça. Et je vais essayer de contribuer un peu pour la discussion aujourd'hui sur le ICE. Si vous pouvez voir, c'est un peu difficile. Les semaines précédentes, le 1er avril, des centaines de milliers de passants de la rue Béliard à Bruxelles ont pu voir cette gigantesque bannière. Le 1er avril, c'était le jour où le monde s'est doté de ce que l'on pourrait appeler un outil ultra-démocratique, un droit à la fois direct, transnational et digital, offert aux citoyens européens. Quelques mois plus tard, aujourd'hui, lorsqu'on surfe sur Internet, on peut avoir l'impression que l'initiative citoyenne européenne nous tend les bras partout en Europe. En effet, une des premières initiatives qui a déjà commencé à collecter des signatures à travers l'Europe a lancé un jeu online. Les participants peuvent gagner une serviette de bain en indiquant les lieux et les villes visibles sur le site web et dans lesquelles la bannière de leur ICE a été affichée. Bienvenue dans le merveilleux monde de la participation démocratique transnationale. Vous pouvez maintenant, comme l'a promis la Commission dans son manuel, fixer les priorités. Des sites web expliquant toute la procédure sont disponibles, ainsi que des sites web présentant les diverses initiatives, celles en préparation, celles en cours et celles qui ont été rejetées déjà. Tous expliquant leurs causes dans différentes langues et pour la première fois, il semble que les citoyens européens ordinaires aient obtenu le pouvoir légal d'influencer l'agenda politique de l'Union. L'initiative citoyenne européenne est une question de pouvoir démocratique, dans le sens où c'est un instrument de pouvoir communicatif. Bien évidemment, ce n'est pas un phénomène nouveau, cette idée est même aussi vieille que la démocratie. Le pouvoir démocratique ne consistant pas seulement à être impliqué dans la décision finale, mais également à participer au débat en dialogue. Un métro qui passe. Oui, peut-être, c'est la circulation. Et, en fait, c'est une situation de communication sur un problème commun et sa solution possible après tout. Et cela a été dit par un premier leader démocratique de l'histoire, Périclès. La différence entre la démocratie et la non-démocratie réside dans le fait que dans un régime démocratique, les décisions sont prises
après un débat public au sein duquel tout le monde a la possibilité de faire entendre sa voix. Alors, et c'est ici que nous entrons dans le cœur du sujet de cette conférence portant sur les différentes dimensions communicatives de l'initiative citoyenne européenne. Dans ce propos introductif, je me proposerai donc de définir par étapes ces différentes dimensions afin de donner une idée globale des efforts de communication à mettre en œuvre pour faire le ICE un outil efficace du pouvoir démocratique communicatif en Europe. Pour commencer, je vais aborder les bases de la communication d'une ICE, premièrement en présentant les informations de base sur ce nouveau droit, puis les questions incontournables concernant les infrastructures d'appui nécessaires à l'utilisation de nouveaux outils, avant de proposer une vue plus globale sur ce que j'appellerais les indispensables d'une ICE réussie, pour enfin présenter les perspectives pour cette nouvelle opportunité en devenir, notre nouvel outil commun de participation par le bas en Europe. Tout à l'heure, je parlerai de la bannière dédiée à l'ICE sur la rue Belliard à Bruxelles. Malheureusement, il s'agissait d'une grande exception. Malgré le chemin parcouru depuis sa création lors de la Convention européenne par le concept l'ICE et malgré un processus législatif global qui a inclus de nombreux individus et même des organisations extra-institutionnelles, il est évident que la plupart des citoyens de l'UE, sans doute plus de 95 d'entre eux, n'ont jamais entendu parler de ce nouveau droit. Sans parler de ses limites et des enjeux plus concrets qui l'entourent, comme par exemple le fait que l'ICE ne vaut pas prise de décision, mais peut simplement s'imposer dans l'agenda politique européenne. Des efforts ont été faits par les institutions et les États membres, les partis politiques et les organisations non gouvernementales pour informer et sensibiliser les citoyens sur l'ICE. Cependant, si les structures officielles sont toujours très ambivalentes sur ce nouvel outil et ne sont pas prêtes à allouer les ressources nécessaires pour accomplir leur mission d'information. Les ONG sont très actives dans ce domaine qui le permet d'avoir une grande portée pour peu de frais. Ce que je dis ne se base pas seulement sur les suppositions ou des observations, mais sur ma propre expérience d'individu grandement impliqué dans les activités qui viennent d'être décrites. En somme, quand il s'agit de communiquer une ICE, les bases ne sont pas claires, ce qui, bien entendu, ne facilite pas le reste de mon développement. Pour parler des incontournables de la communication pour une ICE, il nous faut étudier ce que l'on peut appeler les infrastructures d'appui, qui impliquent les structures officielles à tous les niveaux. Par exemple, la Commission avec les services comme Europe Direct, mais aussi les autorités compétentes au sein des États membres qui doivent certifier le système de collecte des signatures et de vérifier les déclarations de soutien. Au vu de ces éléments, nous sommes aujourd'hui loin du niveau acceptable concernant la méthodologie et l'accessibilité des différents services. Parlons maintenant d'une dimension qui est bien plus proche de nous et qui implique une nouvelle utilisation de l'initiative citoyenne européenne. Certains d'entre nous ont une expérience dans la préparation, la réalisation et le monitoring des initiatives citoyennes au niveau local, régional et national, mais en fait, de nombreux Européens ne l'ont pas expérimenté. Nous parlons ici des formes de démocratie directe moderne qui ajoutent un pilier supplémentaire à la démocratie représentative en complément de la loi et du principe de délégation par les élections. Il reste donc beaucoup à apprendre pour les organisateurs, les supporters et les observateurs potentiels de l'ICE. Nous pouvons donc comparer les initiatives citoyennes européennes avec un couteau suisse.
Il s'agit d'un instrument avec de nombreuses fonctions, un outil multifonctionnel. Maintenant, quand il s'agit de communiquer une ICE, vous devriez tout d'abord être conscient de la nature de la fonction de votre initiative. C'est différent d'avoir une idée innovante ou de créer une ICE pour bloquer la procédure législative dans l'UE. Nous pouvons parcourir rapidement cette liste pour chacun de ces types d'initiatives. Le prototype d'une ICE est que nous pourrons appeler une initiative accélérateur. Donc une initiative qui souhaite lancer une nouvelle idée pour un nouveau droit comme la Right to Water Initiative, une des 7 ICE actuellement enregistrées par la Commission européenne. Cette initiative suggère d'établir le droit à l'eau potable comme un droit fondamental dans l'UE et essaie d'éviter que les ressources en eau puissent être privatisées. Pour une telle initiative accélérateur, vous avez besoin d'un vrai succès, ce qui signifie que vous avez besoin d'atteindre le million de signatures afin de poursuivre. De plus, pour une telle initiative, un rassemblement en ligne ne vous suffira pas. Vous aurez aussi besoin d'être présente dans les aires de shopping ou au festival de musique où vous pourrez encourager les personnages à signer. Notre cas actuel, l'initiative pour le droit à l'eau potable, semble avoir bien compris ce challenge. En effet, elle propose des formulaires de signature papier et essaie d'atteindre le plus grand nombre de personnes. Ceci constitue une base importante pour la seconde phase de recherche des signatures lorsque le système en ligne débutera à un certain point. L'autre type classique d'initiative citoyenne n'illustre pas de nouvelles idées, mais plutôt une volonté politique à vouloir bloquer quelque chose. Ces initiatives ne veulent pas convaincre, mais veulent canaliser des sentiments négatifs et une protestation publique. C'est le type frein de l'initiative citoyenne européenne. Ces initiatives sont à la fois plus faciles et plus difficiles à compléter qu'une initiative du type accélérateur. En temps normal, il est plus facile de trouver des signatures si vous avez une idée réelle. Les droits des animaux sont de telles initiatives freins. Et nous avons maintenant un bon exemple d'une nouvelle initiative frein enregistrée auprès de la Commission européenne, la Stop Vivisection ICE. Pour être que le titre choisi n'est pas le meilleur pour communiquer de manière efficace, mais la thématique montre un sujet qui génère en nous tous les sentiments, à savoir les tests des différents produits sur les animaux vivants. Un troisième type d'ICE qui montre à nouveau d'autres besoins de la communication d'ICE propose un fixage de certains éléments par une procédure légale et un compromis financier. C'est ce que nous appelons l'initiative piston. Normalement, ce genre d'initiative n'est pas vu comme radical, non plus comme un chemin proactif ou réactif, ce qui donne à cette initiative une identité plus soft, d'un point de vue institutionnel notamment. D'un autre côté, ce type d'initiative traverse des difficultés dans la communication publique. Vu que l'initiative n'adresse pas des problématiques importantes, elle passera éventuellement au deuxième rang des priorités. Cela rend la tâche très difficile de recevoir le support nécessaire des citoyens européens quand il s'agit de récolter des signatures. Nous avons un exemple d'une telle initiative, notamment Fraternité 2020, qui défend d'une part des buts importants et suggère des mesures concrètes, mais qui n'a pas de moyens financiers qui pourraient leur permettre de commencer à récolter des signatures papier ou en ligne. Comme vous pouvez le voir, le type d'initiative que vous poursuiviez devient critique. Il s'agit des efforts de communication que vous préparez. Ceci est également vrai pour les derniers 3 types d'actions de l'ICE. L'ICE argument de poids, par exemple, poursuit un travail législatif et fonctionne surtout au Parlement européen, notamment par exemple la Single Tariff Communication Act Initiative. Cette initiative paraît enregistrée seulement comme un effet de négociation vu qu'aucun effort n'est mis dans la création de websites ou une procédure de collecte de signatures.
Peut-être les organisateurs veulent juste être capables de l'activer si nécessaire. Ensuite, nous avons des initiatives destinées seulement à rassembler les personnes semblables à travers de l'Europe, entière comme une initiative catalyseur. Ici, nous pouvons citer l'ICE, Let Me Vote, par exemple. Enfin, un type d'ICE étrange, mais utilisé très fréquemment, est l'initiative promoteur. Ces initiatives veulent promouvoir une certaine personne, organisation ou même un produit. L'ICE, avec le plus grand financement, avec plus de 100 000 € dans les poches, n'a donc pas seulement été créé pour rendre les vaches plus heureuses, mais tourne aussi autour d'un créateur de crème glacée très connu aux États-Unis. Il s'agit d'une entreprise qui apporte apparemment une grande connaissance sur la communication et la publicité, incluant des stars de Hollywood. Maintenant, laissez-moi résumer quelques pensées sur nos opportunités quand il s'agit de commencer et de conduire une initiative citoyenne européenne. Une initiative citoyenne européenne représente un grand travail, c'est une affaire importante. Donc vous avez besoin de prendre du temps pour être préparé au mieux avant de commencer une telle aventure de démocratie directe au niveau transnational, nécessitant de nombreuses technologies digitales. Mon impression est que certains organisateurs qui ont déjà début leur ICE n'ont pas fait leur devoir à temps. Enfin, je pense que les 3 points suivants doivent être suivis avant même de penser à envoyer une proposition à ICE à l'enregistrement ICE. 1. Vous avez besoin de tout le savoir à propos de la procédure. 2. Vous devez être de véritables experts sur la thématique substantielle de votre initiative. Et 3. Vous nécessiterez une stratégie de communication déjà prête avant même de commencer votre initiative, qui dépend en large mesure du type d'initiative et la portée que vous souhaitez atteindre. Après ceci, vous êtes prêt à foncer et le vrai travail commence maintenant. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. C'était extrêmement clair, je crois, qui est un essai de synthétisation des ICE. Peut-être avant de passer au cas pratique, qui sera la deuxième partie de la matinée, est-ce qu'il y a des questions? Nos interlocuteurs vont partir. Une question au fond. Ma question est un peu générale, un peu un sentiment de vous avoir écouté sur l'ICE. On retrouve les institutions économiques et sociales ainsi que le comité des régions qui a toujours été très proactif. Mais M. Van den Brand, vous nous dites que les institutions ne peuvent pas collaborer ensemble. Mais quand on voit le processus de l'ICE, il y a une volonté, je suppose, du législateur de faire travailler ces institutions ensemble, puisqu'il y a les fameux hearings du Parlement européen. Petty a été d'ailleurs intronisé il n'y a pas longtemps par le Parlement européen comme le point de contact du Parlement européen. Il y a la Commission européenne qui a évidemment son rôle à jouer, puis il y a les comités qui, sous demande ad hoc, participent à ce hearing. Donc il y a une claire volonté du législateur, mais dans les faits, on entend toujours ah mais non, on ne peut pas collaborer ensemble, etc. D'un autre côté, je suis très heureux d'entendre des caisses qui vont mettre sur pied un serveur pour le système de collection. Mais ce qu'on entend du système de collection, c'est qu'il ne marche pas. Enfin, il y a de nombreux problèmes techniques et qu'il ne marche pas. Donc, une initiative pour le moment a démarré les signatures, elle utilise le papier. L'initiative citoyenne est clairement axée, on a cru le comprendre en tout cas le 26 janvier
lors de la conférence organisée par la Commission européenne, que c'est une initiative axée beaucoup sur l'utilisation des médias sociaux. Vous avez fait référence au printemps arabe et autres, mais les infrastructures ne sont pas vraiment là. Alors comment pouvons-nous pousser justement, aider nous en tant que société civile, ces initiateurs en quête, à mon avis, d'une stratégie de communication, d'un serveur qui marche et d'une meilleure réciprocité. Merci. Il y a d'autres questions. Il y a d'autres questions après monsieur. Donc, je vous en prie. Oui, monsieur. Oui, tout à l'heure, il a été dit que par rapport au financement, pour favoriser ces initiatives citoyennes, il faut éviter que les pouvoirs européens soient juges et partis. Quand l'Europe a créé les traités et a créé le Comité économique et social européen, quand il a créé le Parlement, quand il a créé la Commission, il a prévu des financements. Quand il émet dans un traité une proposition que les citoyens s'expriment, il faut qu'ils réfléchissent aussi au financement. Monsieur, encore une question devant. Pierre Ovingo du European Council on Foreign Relations. Je voudrais rebondir sur la remarque de M. Malos tout à l'heure. Vous avez dit qu'il y a certains qui disent que l'ICE ce serait un gadget, pas vraiment un outil de participation démocratique. Moi, ce que je me demandais, est-ce que peut-être, c'est une question que j'adresse à tout le panel, votre expérience des premiers ICE qui sont passés, qui ont été acceptés, ou d'autres qui n'ont pas passé le test juridique du moins, est-ce que ce n'est pas des ICE surtout initiés par des groupes de jeunes européens, et moi je m'intéressais aussi à la possibilité d'ICE par d'autres groupes d'âge, par des personnes âgées en Europe, par d'autres groupes d'intérêt, moins jeunes, moins connectés. Et est-ce que les ICE, est-ce que vous avez réfléchi aussi, est-ce que ça fait partie de votre réflexion en tout cas, que les ICE respectent des groupes qui sont moins connectés, moins en réseau dans les médias sociaux? Ok, chacun prend la parole pour conclure cette première partie. Monsieur Van den Brom va nous quitter, donc c'est le premier à conclure. Merci, je ne crois pas qu'il y a déjà le moment venu, comme disait Henri Malos, il faut toujours choisir le moment, donc ce serait prématuré. Deux choses. Moi, je n'ai pas dit que les institutions ne veulent pas collaborer. J'ai simplement souligné qu'il y a des contraintes formelles que nous devons surpasser. Et, au contraire, je plaide à ce qu'on fasse des choses ensemble. Et c'est pour cette raison que je suis très heureux qu'on a cette coopération, les idées, quand on a eu le 30 mars notre initiative commune avec le comité économique et social, on doit le faire. Du côté du Parlement européen, je crois qu'on est très sensible à l'aspect politique. Je dois naturellement aussi dire qu'il y a eu quelques, comment dirais-je, réflexions contradictoires entre la commission des affaires constitutionnelles et la commission des pétitions. Donc, mais là, je crois qu'il faut surmonter ces antithèses, évidemment. Donc, on doit s'efforcer, effectivement, quand j'ai vu les différents natures d'initiatives qu'on doit prendre, je crois que je l'ai entendu par toutes les intervenants. Il faut bien être préparé, il faut bien mesurer, il ne faut pas accélérer à tout prix, il faut, je dirais, à ce que les premières réussites soient référence pour d'autres initiatives à prendre. Dernièrement, concernant le financement, je crois que ce que vous avez dit est naturellement important, mais on ne peut pas confondre les choses. Si par-delà, et on l'oublie souvent, que la communauté européenne et l'Union européenne est un instrument, est une architecture supranationale et pas intergouvernementale, grande différence entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne, c'est par les constitutions que les États membres se sont accordés à donner les compétences. D'ailleurs, le grand débat
actuelle concernant la crise financière, etc., je crois que l'apport de la Commission en termes de financement doit être de faciliter concrètement et matériellement toutes les possibilités de faire avancer et de donner de la place aux initiatives citoyennes. Mais aller vers un subside direct, on doit bien mesurer ce que j'ai dit tout à l'heure. La transparence vaut, et vous avez donné un bon exemple, qui est naturellement, il y a des préoccupations particulières ou économiques qui peuvent même être en place, mais je crois que c'est surtout la facilitation qui peut amener à la meilleure qualité et les possibilités à donner à l'initiative citoyenne. Merci. Merci. Bon retour. Merci. Merci. Juste quelques mots d'abord sur la coopération entre institutions, tant que le gouvernement est encore là. Moi, je pense qu'il y a un grand avenir à ce que les organes et le Parlement européen, et avec ceux qui sont porteurs d'ICE, coopèrent. Notamment, c'est-à-dire Comité des régions, Comité économique et social européen, Parlement européen. Parce que c'est, comme je disais, c'est le camp, non pas que le camp du Conseil et la Commission ne soient pas démocratiques, mais c'est le camp qui a vraiment cette fonction dans les institutions d'être l'expression des citoyens, des intérêts et des différents intérêts, les différentes catégories. Et donc il faut bien entendu, je trouve comme le disait le gouvernement, que dans les auditions, moi je souhaiterais que les organes consultatifs soient systématiquement impliqués dans les auditions. La remarque sur les jeunes, moi elle me semble fondée, mais c'est tout à fait normal que ce soit les jeunes en premier qui utilisent cette méthode. Je crois qu'elle est vraiment beaucoup plus adaptée, bien adaptée à leur mode de fonctionnement. Et moi, je constate que les nouvelles générations, et c'est heureux, ont des nouveaux modes d'expression, de contact, et c'est très très bien d'ailleurs, parce que bon, la jeunesse, elle la grande oubliée des actions de l'Europe en général, hein, d'où d'ailleurs quand on voit la désaffection vis-à-vis du projet européen, elle est d'ailleurs encore plus forte chez les jeunes, ce qui est une grande préoccupation. Alors bien sûr qu'il faut que d'autres groupes participent aussi, mais moi je crois qu'il faut que les jeunes le fassent, plus ils le font, mieux c'est, si c'est dans l'intérêt européen. Et dernière chose sur le financement, je rejoins ce que disait Luc Van den Brand, mais cette réflexion est juste. Hein, mais il faut trouver que ce ne soit pas non plus un guichet ouvert, il faut qu'il y ait des justifications, mais qu'il y ait que l'Union européenne qui a lancé cette initiative assure aussi l'égalité de traitement, parce que ce serait injuste que bien entendu ceux qui ont des moyens sur des sujets qui peuvent être bons, ils peuvent être aussi peut-être dévier des objectifs parce qu'il y a des moyens financiers, alors que sur d'autres sujets, il n'y a aucun moyen financier, et ça créerait des discriminations entre les causes. Donc cette remarque est tout à fait juste. Oui, je pense que nous devons discuter de la question financement dans le groupe de travail cet après-midi, parce que c'est complexe. Moi, je trouve que vous avez raison. Comment le mettre en œuvre, c'est ça que nous devons voir. Moi, je pense qu'il y a une bonne coopération entre les institutions à Bruxelles, mais c'est assez introspectif. Chaque institution cherche comment travailler pour que les initiatives citoyennes réussissent. Et je crois que la recommandation que nous devons faire après cette conférence, c'est que les institutions européennes doivent travailler ensemble d'une façon beaucoup plus extroverte dans une campagne de communication pour faire connaître ce nouveau droit aux citoyens. Là, je trouve que Bruno Kaufmann a tout à fait raison, parce qu'il a montré la grande bannière, et un journal européen a interviewé des gens sous la bannière en leur demandant est-ce qu'ils avaient entendu parler des initiatives citoyennes, et ils ont presque tous dit non, avec la grande bannière au-dessus de la tête sur l'écran. Mais là c'est évident, parce que s'il y a plus, si les gens sont au courant de ce droit, ce sera beaucoup plus facile de récolter des signatures. Les gens doivent savoir de quoi il s'agit. Et puis,
poser des questions sur la cause, sur les organisateurs, etc. Et ça, c'est un énorme manque. J'ajouterais une chose, c'est que par rapport à qui présente les initiatives citoyennes, c'est assez intéressant parce que ce n'est pas toujours des groupes bien établis et ça présuppose que si ces initiatives réussissent, il y aura une certaine reconfiguration de la société civile européenne. Il faut de nouvelles formes de structures devraient être inventées pour réussir. Merci, M. Kaufmann. Ça fait chaud de parler en français. So I continue in English and she will translate. Sorry for that. Yes, I mean it took almost 30 years to establish the principle of participative democracy on the European level. 1973, first time the Danish could vote on Europe directly in a referendum, and afterwards we got the European elections. But the participatory principle took 30 years to introduce, and it took 10 years to establish the procedures for the European Citizen Initiative, and now we have had 3 months of practice. So we should be a little bit patient when it comes to the output out of this system. But at the same time, of course, what we cannot afford is to wait. And we cannot just watch and see. And my impression is too many in the institutions are just watching and seeing, and too many who want to use it are just a little bit impatient to see how it works. But the big problem is what it has been said, the 95 or maybe 99% who have no idea about it. And in my role as a local government member in Sweden, we try now to establish a toolkit for local citizens, where the European Citizen Initiative is one of the instruments we present to them. And I think that's the answer to what it has been said, that we cannot expect that a banner in Brussels or an institution somewhere can really make the difference. The only difference can be made if this information, if this knowledge, if this support is done locally and regionally. Thank you. Juste une petite traduction pour les personnes qui ne parlent pas anglais. On a Alors on a eu besoin de 30 ans pour que les législations soient vraiment mises en place, 10 ans pour que les procédures soient mises en place, et au final en fait on a 3 mois de pratique pour l'initiative citoyenne européenne. Donc on doit faire vraiment attention à ne pas prendre de conclusions hâtives à ce sujet, et on ne doit pas être trop impatient pour les outcomes ou pour les résultats de cette ICE. 95 voire même 99% des citoyens n'ont en réalité pas vraiment connaissance de l'initiative citoyenne européenne. Donc il faut surtout agir aussi au niveau local, pas comme Bruno Kaufmann qui a créé à son niveau au Parlement suédois un outil pour l'ICE. Donc sa suggestion c'est de travailler vraiment au niveau local et régional pour l'ICE. Voilà. Merci à tous. On va passer maintenant sur la deuxième partie de cette matinée sur l'étude de cas concrets et pratiques. Merci, on fait une petite pause, peut-être 5 minutes de pause. Et merci à nos intervenants, on peut les applaudir.